Bonjour, je m'appelle Antoine Acker, je suis historien environnemental et je suis professeur à l'Université de Genève dans le département d'histoire. Et je vais donner aujourd'hui une conférence sur la deuxième indépendance latino-américaine, sur l'histoire du pétrole en fait dans le continent, pour le congrès de l'Institut des Amériques 2023 à Lyon. Alors il y a un élément central dans ce travail, c'est le concept d'anthropocène, qui est discuté dans les sciences humaines et sociales, enfin qui est apparu dans les sciences naturelles au début des années 2000 et puis qui est discuté dans les sciences humaines et sociales depuis une bonne dizaine d'années, on va dire, et dont les historiens, dont les historiens commencent à s'emparer. En fait, il s'agit d'une nouvelle époque géologique qui est définie par l'impact presque hégémonique, en fait, enfin, l'impact fondamental des êtres humains, des activités humaines, de certaines activités humaines en tout cas, sur le système Terre. C'est-à-dire qu'on parle plus seulement de changements de paysage, de changements environnementaux au niveau local, national ou régional, mais véritablement d'activités humaines qui, sur le long terme, et parfois même sur le court terme, changent complètement les dynamiques d'interaction entre les espèces, changent le climat, peut conduire à des extinctions de masse, à des changements de masse dans l'usage des sols au niveau planétaire. C'est-à-dire que des activités qui ont lieu par exemple en Angleterre ou en France peuvent bouleverser des paysages de l'autre côté de la planète. Et voilà, donc c'est cet aspect systémique en fait des changements environnementaux qui est pris en compte par le concept d'anthropocène. Alors pendant longtemps, le pétrole ça a été un symbole d'abondance en fait. On a vu le pétrole comme une toute nouvelle énergie depuis la fin du 19e siècle qui pourrait remplacer d'autres formes d'énergie très destructrices comme par exemple le bois qui détruisait les forêts ou le charbon qui créait des environnements urbains très polluants, notamment à Londres. Et cette nouvelle ressource, elle est apparue en Amérique latine à la fin du 19e siècle et c'était pour le continent aussi un espoir d'industrialisation et l'espoir aussi de pouvoir s'industrialiser à partir de ses propres ressources, à partir de ressources énergétiques produites par les pays latino-américains, et donc un espoir pour un chemin d'autosuffisance pour ces pays-là, en fait, qui représenterait une nouvelle forme d'indépendance, ou une forme de consolidation de l'indépendance. Donc pendant longtemps, le pétrole était facile, et il jaillissait tout simplement Enfin, il fallait bien sûr le chercher, le forer, mais il pouvait jaillir par centaines de litres. Vous savez, les geysers de pétrole qui jaillissaient du sous-sol, donc c'était vraiment un symbole de profusion. Et ça donnait l'idée que tout était possible, pas seulement en Amérique latine, mais en Europe, aux États-Unis, etc. Et depuis quelques temps, on se rend compte qu'un jour, le pétrole va s'épuiser, que dans quelques dizaines d'années, les prix du pétrole vont commencer à augmenter, non pas en raison de crise économique mondiale, mais parce que les sources traditionnelles de pétrole vont venir à s'épuiser, en particulier le pétrole du Moyen-Orient et le pétrole onshore d'Amérique latine. C'est le cas par exemple du pétrole mexicain qui avait des réserves très 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 importantes au début du XXe siècle qui ont été en partie épuisées. Donc aujourd'hui on rentre dans l'ère du tough oil, c'est-à-dire un pétrole dur, un pétrole difficile à obtenir parce qu'il est difficile d'accès, il faut mettre en place des infrastructures lourdes, chères, et destructrice. C'est le cas par exemple du gaz de schiste, du pétrole offshore, donc qu'on va récolter, qu'on va forer sous les océans. Et puis aussi du pétrole qu'on va de plus en plus chercher dans des endroits qu'autrefois on évitait en fait d'exploiter, en tout cas pour le pétrole, comme l'Amazonie en Amérique latine. C'est une région qui est de plus en plus convoité par les entreprises pétrolières. Donc ça, on appelle ça le tough oil, non seulement parce que le pétrole lui-même est dur à obtenir, mais parce que son impact sur l'environnement est très très dur. La démarche transnationale est centrale dans ce projet que j'ai sur l'histoire du pétrole en Amérique latine. Je crois qu'au XXe siècle, il y a plusieurs mouvements, à la fois politiques, culturels, intellectuels, à travers lesquels les latino-américains comprennent qu'ils vivent sur le même continent, et que c'est un continent qui a une histoire différente de celle des États-Unis et qu'ils ont une histoire d'exploitation commune en fait, à la fois à travers l'esclavage, le travail forcé, la captivité et
et la persécution des indigènes, mais aussi d'exploitation environnementale en fait, puisque tous ces pays ont en commun d'avoir été créés, d'avoir été inventés comme colonies pour fournir des ressources à profusion pour les marchés d'abord européens puis nord-américains, et une main-d'œuvre à bas coût en fait. Donc pour avoir, enfin disons que l'Amérique latine, c'est un continent qui se distingue par sa place périphérique ou semi-périphérique dans le système économique mondial, et les ressources sont déterminantes, les ressources naturelles sont déterminantes dans ce processus. C'est parce que l'Amérique latine dispose de ressources naturelles dont les marchés mondiaux ont besoin, notamment dans le cadre des processus d'industrialisation, que l'Amérique latine existe. Et pour moi, au XXe siècle, et à travers cette thématique du pétrole, de nationaliser le pétrole, de se réapproprier les ressources, il ne s'agit pas que du pétrole, mais c'est le pétrole qui a le rôle symbolique le plus important dans les sociétés latino-américaines dans ce processus. C'est une manière pour l'Amérique latine de se réinventer, en fait, de dire nous sommes un continent qui se définit en partie par la richesse de ses ressources naturelles. C'est notre richesse et nous allons nous les réapproprier pour devenir véritablement un continent fait de nations indépendantes. Et en arrière-plan de ça, il y a une partie des latino-américains qui ont ce rêve d'une identité commune latino-américaine et d'une solidarité entre les différents pays latino-américains. Et cette solidarité, elle s'exprime parfois entre les gouvernements, souvent entre les syndicats pétroliers. Elle s'exprime aussi dans la littérature, dans la poésie. Je vais parler d'un poème de Pablo Neruda, par exemple, aujourd'hui. Et on la trouve à profusion, en fait, dans les archives. Et je pense qu'elle est essentielle En fait, paradoxalement, la consolidation des États-nations latino-américains est complètement ancrée dans le développement d'une identité latino-américaine, même si cette identité résulte en une multitude de nations. Une chose qui, pour moi, est essentielle, c'est que j'ai voulu, en fait, me saisir, enfin, pas moi tout seul, parce que j'ai une équipe qui travaille avec moi, des gens qui sont intéressés, des partenaires internationaux aussi, qui sont intéressés dans ce sujet. En fait, j'étais frustré par le fait que l'Anthropocène a été créé par l'Occident, enfin, une fois de plus, que très peu de chercheurs et de chercheuses de ce qu'on appelle le Sud mondial ont été impliqués dans la construction de ce concept, même si beaucoup s'en sont emparés récemment, et que surtout il y a très très peu d'études sur l'Anthropocène, sur le rôle des nations postcoloniales dans l'Anthropocène en fait. On parle beaucoup d'elles comme victimes, mais on parle très peu d'elles comme partie de la cause, dans le sens où leur l'exploitation de leurs ressources a fondé l'Anthropocène d'une certaine manière. Et donc mon idée, c'est aussi de placer l'Amérique latine sur la carte de l'Anthropocène, de montrer à quel point elle est importante, et puis d'essayer de comprendre l'Anthropocène à partir d'une réalité qui n'est pas forcément celle des pays européens et américains, et nord-américains, je veux dire.